Dans cette caisse se trouve un moteur unique destiné à la compétition et on a un projet fou, le monter dans une voiture de série pour la première fois en France. Tout d'abord, bonne année à tous. On est là aujourd'hui pour vous présenter le nouveau projet de 2025. On a devant nous un moteur Mazda 4 rotor ou 26B pour ceux qui connaissent. C'est ni plus ni moins qu'un moteur littéralement exceptionnel puisque c'est un moteur qui n'est jamais sorti des usines Mazda. Mazda a fabriqué des moteurs birotor ou trirotor dans les RX-7, Cosmo, etc. Mais un 4 rotor, mis à part dans les Mazda de compétition, on ne pouvait pas acheter un 4 rotor sur étagère chez Mazda et on ne peut toujours pas aujourd'hui. Et c'est ça qui fait que c'est un moteur d'exception. On va rentrer plus dans le détail après, mais je peux vous dire qu'on ne va pas cacher notre enthousiasme. On sort vraiment des sentiers battus. On est extrêmement heureux d'avoir un client qui va nous permettre de réaliser ce projet. Pour la petite histoire, c'est mon rêve perso depuis 5 ans. Du jour où j'ai démarré Gamma Speed Shop, mon rêve était de pouvoir faire un 4 rotor et on va pouvoir réaliser ça aujourd'hui. Donc c'est même plus vieux que ça parce que toi tu es dans les rotatifs depuis 10 ou 15 ans et ça c'est un moteur dont tout le monde rêve et encore plus quand on est passionné de moteur rotatif. Clairement. On a envie de faire ça depuis toujours. C'est le 4 rotor quand on est un passionné de RX-7, c'est le Saint Graal. Vraiment, c'est le moteur ultime. Alors aujourd'hui on a des 6 rotors, il y a même du 5 maintenant. Mad Mike a sorti un 5 rotor il n'y a pas longtemps, mais le 4 rotor ça reste vraiment la meilleure combinaison performance, poids, bande son, flamme de toute la gamme, quoi. On va pas vous faire un cours détaillé sur le moteur rotatif, on pourra le faire peut-être dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Dites-le nous en commentaire. Mais un moteur rotatif, ça se constitue d'un rotor et d'un housing. Donc on peut avoir des moteurs, un rotor, deux rotors, ouais. 3 rotors, 4, 5, 6 comme tu l'as dit. Mais le maximum qui a été fait par Mazda, c'est le 4 rotors et qui s'appelle du coup le 26B parce que c'est 2 13B collés. Donc ça fait 26B pour la petite anecdote. Donc effectivement, comme disait Maxime, c'est quelque chose d'assez exceptionnel parce que on l'a eu sur la 787B que vous connaissez tous. Moins connu aussi que la 787B, on a la RX 792P qui était plus aux États-Unis et qui concourait en IMSA et qui a aussi une bande son incroyable. Mais la plus iconique reste évidemment la 787B qui a remporté les 24 heures du Mans en 91 après sa première participation. Le fait de faire un 4 rotor, mis à part l'usinage que ça va impliquer de faire un empilement donc plus long qu'un 2 ou qu'un 3, il faut voir les technologies qu'à l'époque Mazda avait utilisées. On parle des trompettes d'admission à longueur variable, on parle d'une 3e bougie d'allumage par housing, là où un 13B n'en a que 2. Vraiment, c'était quand même des choix techniques qui n'existaient pas alors à l'époque sur les 13B et les 20B. Et malgré ça, malgré le fait que ce soit le dépoussiérage de ces nouveaux systèmes, eh ben, ils ont quand même gagné. Et ça, je trouve ça fou. Je trouve ça fou. Toute l'aura que ce moteur dégage, c'est aussi en grande partie pour cette participation aux 24 heures du Mans. C'est historique, ouais. C'était historique parce que la 787B, c'était 700 chevaux, 600 Nm de couple, 340 km/h de vitesse maxi et 10 500 tours minute en qualif. Le tout dans une voiture de 800 kg. Donc juste quelque chose d'incroyable. Et nous, on va essayer de reproduire ça, mais dans une voiture de série. Et ça, c'est un projet qui est quand même assez exceptionnel. Et la voiture dans laquelle on va mettre ce 26B, c'est une Mazda RX-7 FD. Sans surprise, une RX-7 FD, on a l'habitude de travailler dessus. On en a une ici, une derrière, encore d'autres ailleurs.
Bon, d'habitude, elles sont forcément en 13B birotor. Les prépas habituellement qu'on fait dessus, ça va être ou passer en modification pour fiabiliser le moteur et le libérer en restant avec les biturbos d'origine. C'est ça. Ou sinon faire des prépas un peu plus spectaculaires en passant en gros single turbo pour aussi sortir des puissances assez folles. Bien plus élevé bien qu'un plus élevé biturbo que d'origine. l'origine. Ouais. Mais là, le fait de passer une RX-7 FD déjà en atmosphérique, c'est quelque chose de très rare. Des RX-7 birotor en atmo, J'en connais qu'une et Ouais. elle n'est pas en France. non, c'est pas quelque chose de réputé. Et c'était pour le coup une voiture qui faisait du chrono, du time attack. C'est ça. Le propriétaire de cette voiture a fait ça parce qu'il voulait 300 chevaux en atmo, mais en étant le plus léger possible. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on voit quasiment Jamais. On Ouais. a du turbo d'origine, donc forcément les propriétaires restent avec leur moteur turbo qui vont après Ils vont pousser. upgrader, ouais. Alors, pour la petite histoire, le propriétaire de ce moteur, à l'époque, voulait qu'on lui prépare un gros 13B survitaminé, comme on a l'habitude de faire, gros single, etc. Il a eu des petits problèmes d'approvisionnement au niveau de ses pièces. Ça a mis trop de temps, pour faire simple. Alors, c'est quand même quelque chose d'assez commun. On sait aujourd'hui que quand on commande un turbo de chez BorgWarner, par exemple, on a quand même de longs mois d'attente. Bon, on fait avec. Mais là, c'était particulièrement long. Donc, finalement, le projet single est tombé à l'eau. Et du coup, naturellement, on s'est dirigé vers un 4 rotors. Il n'y a aucun sens dans la. Non, aucun, mais c'est le cas. Mais c'est le cas, voilà. Mais c'est littéralement comme ça que ça s'est passé. Nous, on est les plus contents, hein, très clairement. C'est absolument génial. Un grand merci à notre client d'avoir changé d'avis. Parce que des fois, les changements de direction comme cela, ça amène à des projets assez fous. Donc, Déjà, préparer son birotor en gros turbo, ça aurait été quelque chose déjà de super. bah ouais. Mais là, de pouvoir faire ça. Pour la petite anecdote, ce client a moins attendu que son 4 rotors arrive en France depuis la Nouvelle-Zélande qu'un simple Que son turbo. kit turbo. Ce Ouais, qui est, que ce qui son est kit juste turbo. fou, quoi. L'idée, c'était pas encore une fois d'aller chercher plus de puissance qu'avec un 13B turbo. Parce que quand on regarde effectivement le ratio prix-performance, on se dit autant monter un 13B Bien en sûr. turbo à 600 et puis ça suffit. Mais c'est pas du tout le même esprit et Voilà. le même objectif final. C'est pas le même esprit du tout. Et là, on a vraiment tout un package qui est vraiment différent. On n'en a pas trop parlé sur la chaîne. Un moteur rotatif en atmosphérique, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ah, c'est démoniaque. C'est ce que tu démoniaque. avais, toi, dans ta Mazda MX-5 swappée en 13B Ouais. Atmo. Qu'on vous présentera peut-être un jour sur la chaîne. Si on arrive à la faire revenir au shop. J'avais un 13B Atmo, c'était un 13B de FC, mais bon, peu importe, qui effectivement était resté en Atmo, mais qui était préparé comme celui-ci, on y reviendra après, et qui effectivement développait 280 chevaux à 9500 tours, le tout dans une Miata qui pèse une tonne. C'était absolument génial. Je voulais vraiment essayer de pousser l'Atmo au maximum et voir si j'arrivais à sortir quelque chose de performant. Donc le résultat, c'est qu'on a un moteur qui certes va être plus linéaire qu'un moteur turbo, mais par contre derrière on a quelque chose qui hurle et qui remplit jusqu'à plus de 9500 tours. Et pour la petite histoire, je me suis arrêté à 9500 tours parce que la fiche technique de l'embrayage, il y avait marqué un gros triangle, ne dépassez pas 9500 sous peine de vous faire couper les jambes. Tu vois la feuille de banc, la puissance continue de grimper à 9500 au rupteur. Donc en fait, chaque rapport, tu pouvais le tirer au rupteur. Et si je m'étais amusé à pousser ce moteur à 10 500 ou 11 000, probablement qu'on aurait chopé 320, 330 chevaux. Ouais. Et c'est ça la magie du rotatif en Atmo, si tu veux. Donc imagine-toi, ça c'est sur un 13B, un birotor, la même chose x2. C'est 2x2. La même chose x2. Ouais, si là tu sortais 280 chevaux environ et que tu aurais pu prendre plus, celui-ci on peut imaginer qu'il va sortir 600 chevaux environ. Entre 550 et 600, Et 600, ouais, sans ok. forcer. Encore une fois, on est en Atmo, et en Atmo, c'est toujours une histoire de choix. C'est-à-dire que plus on va tourner vite, plus on va, en tout cas sur un Rotary en PP comme celui-là, plus on va tourner vite, plus on va sortir de chevaux, nécessairement. Là où un moteur à piston, on va avoir quand même une plage, là où en fait nos arbres à cam vont remplir le mieux. Sur un PP comme celui-là, on remplit tout le temps et ce jusqu'à très très haut. Prenons l'exemple de la 787B, moteur de qualif. Le but c'est de faire un tour chrono le plus rapide possible. On monte le rupteur à 11 000 tours, on peut sortir tous les chevaux qu'on veut. Par contre, en termes de durabilité, ça va pas être génial. Et c'est pour ça qu'après, pendant la course,
Ils l'ont rabaissé à 9000 tours minute aussi. Voilà, ils sont passés de 10 500 à 9000, ouais. En termes de fiabilité De durabilité. et de durabilité du moteur, on est sur quelque chose de mieux, ce qui est déjà extraordinaire. Ce qui est fabuleux. Des moteurs en Atmo qui prennent 9000 tours, à part les F20 sur les S2000, déjà il n'y en a pas énormément. Et puis on parle de 240 chevaux. On ne parle pas de 600 chevaux On est d'accord. en Atmo et qui hurle autant, donc non, ça va être quelque chose d'exceptionnel. Donc en l'occurrence pour ce projet-là, ce moteur va aller dans une voiture OEM++. L'idée n'est pas d'avoir le moteur le plus extrême possible qui va sortir les plus gros chiffres. L'idée c'est d'avoir un moteur utilisable qui puisse être civilisé, tant que le faire se peut avec ce type d'engin, et qui puisse surtout durer dans le temps. Encore une fois, sur n'importe quel moteur, l'usure est intimement liée à la vitesse de rotation du moteur. On pourrait le faire tourner jusqu'à 11 000 tours si ça nous faisait plaisir, mais le but n'est pas là. Le but, c'est d'avoir un moteur qui soit, 1, performant, aucun doute, 2, fiable, et 3, qui puisse fournir à son propriétaire des sensations absolument démoniaques. Et pour ça, on va s'arrêter vraisemblablement entre 8000 et 8500 tours, ce qui est déjà extrêmement sympa. La bande-son à ce régime-là, elle sera déjà démoniaque. Puis encore une fois, pour une voiture qui ne va pas faire de compétition, 500 ou 550 chevaux, ce sera déjà amplement suffisant. L'idée, c'est qu'il dure longtemps dans le temps, alors qu'un moteur de compétition, forcément, on l'ouvre et on le refait toutes les saisons. Voilà. Là, ce n'est pas l'idée. L'idée, c'est de faire une RX-7 FD 26B, presque comme si Mazda l'avait sorti d'origine comme ça. C'est ça. En se disant, on a gagné les 24 heures du Mans, on sort une FD édition 787B. Édition Le Mans. Ça aurait pu être quelque chose d'assez sympa. Et avec ce moteur, comme s'il avait été posé d'origine par Mazda, c'est l'objectif général de cette préparation. Donc même si l'idée c'est d'en faire une RX-7 26B Mazda d'origine, ce moteur il ne vient pas de chez Mazda, forcément. Comme on l'a dit au début, c'est un moteur qu'ils n'ont produit que pour la compétition, donc on ne pouvait pas acheter, que personne n'a jamais pu acheter en fait. Mais aujourd'hui, il existe des entreprises qui peuvent fabriquer des moteurs rotatifs, que ce soit birotor, trirotor, 4 comme celui-ci ou même 6 rotors si on le veut. Et c'est ce qui a motivé notre choix d'acheter le cœur de ce moteur déjà assemblé plutôt que le faire chez nous. Alors vous le savez déjà, on est spécialiste des moteurs rotatifs. Néanmoins, quand on fait un moteur de ce calibre-là et qui coûte le prix que ça coûte, il est parfois bon d'avoir l'humilité nécessaire pour dire « Ok, je saurais le faire, mais il y a des gens qui font ça littéralement tous les jours. Donc on va jouer la carte de la sécurité et on va faire confiance parce que sur des projets de ce calibre, il faut savoir s'entourer correctement. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix typiquement d'acheter ce short block, donc le cœur de ce moteur, chez PPRE en Nouvelle-Zélande, qui, pour ceux qui ne le savent pas, sont ceux qui assemblent tous les moteurs de notre très cher Mad Mike. Que ce soit du 3, du 4, du 5, du 6 rotor. C'est vraiment une entreprise sérieuse qui sait de quoi elle parle. Donc pour une première comme ça, on s'est dit qu'on allait acheter le bloc déjà assemblé. Il y a déjà énormément de travail pour l'intégrer dans une FD et faire tout ce qu'il y a autour et faire toute la mise au point autour pour que ce moteur remplisse le cahier des charges dont on vient de parler. Dans tous les cas, on ne pouvait pas faire appel à quelqu'un d'aussi bien placé pour ce moteur. C'est un petit peu comme quand on fait nos préparations compresseurs et turbo sur MX5. On pourrait le faire nous, très clairement. On pourrait le développer nous. On pourrait le développer en prenant des pièces à gauche, à droite. Mais quand il existe quelque chose qui fonctionne, qui est fiable et qui pour le client coûte moins cher qu'à être développé de A à Z, forcément, on se dirige vers ces entreprises-là. Et donc là, PPRE, c'était vraiment la personne chez qui il fallait toquer. Il n'y avait pas que PPRE d'ailleurs, il y avait Scoot à l'époque déjà au Japon, qui avait fait une FD extrêmement modifiée. C'était plus du tout une carrosserie de FD, mais passons. Alors bien sûr, ça n'a pas été aussi simple que d'aller sur le e-shop de PPRE
de mettre dans le panier et d'envoyer un chèque, bien sûr. Ça fait de longs mois qu'on est en discussion avec Gareth, le patron de chez PPRE, pour créer la liste des specs dont on a eu besoin pour ce moteur en particulier, pour le projet et le cahier des charges de notre client. La liste exhaustive prendrait plus qu'une vidéo à vous expliquer, mais dans les grandes lignes, on est parti sur un PP. Comme vous pouvez le voir là, c'est l'usinage des housings pour avoir en fait une admission la plus directe possible. Donc ça veut dire concrètement qu'on vient boucher les ports d'admission d'origine sur les côtés des rotors et qu'on vient faire un gros trou dans le housing lui-même pour derrière avoir une pipe d'admission et derrière un papillon et une admission la plus directe possible. Ça permet deux choses. Ça permet tout d'abord d'avoir un moteur qui remplit au maximum et ce jusqu'à des très hauts régimes. Et donc qui dit très haut régime dit la bande son caractéristique de ces moteurs et une des raisons pour lesquelles on a choisi ça plutôt qu'un autre. La deuxième raison, bien évidemment, c'est le fameux brap brap. Dans l'imaginaire collectif, on pense qu'un rotatif, ça va forcément faire ce brap brap. Alors que non. Le brap brap caractéristique, c'est pas quelque chose qu'on crée exprès. En fait, c'est le résultat du fait que quand on vient faire un porting agressif, on a ce qu'on appelle du croisement. Sur un moteur à piston traditionnel, c'est le moment où on a les soupapes d'admission et les soupapes d'échappement qui sont ouvertes en même temps. Et sur un rotor, c'est pareil. On va avoir du croisement et en fonction de l'agressivité de ce croisement, on va avoir un moteur qui va plus ou moins faire brap brap. Et donc là, quand on fait un PP, on est dans le porting le plus extrême. En clair, on a un cycle sur deux où la combustion ne se fait pas. On a un raté de combustion, tout simplement. Et c'est pour ça qu'on a donc combustion, pas de combustion, et ainsi de suite, et donc le fameux brap brap brap. La tonalité du brap brap va changer en fonction du nombre de rotors qu'on a. Sur un 4 rotors, c'est notamment ce qui fait partie du charme. C'est inimitable, inimitable. Est-ce que chez PPRE, ils auraient pu développer un 4 rotors sans porting? Est-ce qu'il y aurait eu un intérêt ou pas? Parce que là, ça a été fait parce qu'on le voulait. Quand on va jusqu'à créer un moteur aussi extrême, vouloir le calmer avec des ports d'origine, on perd un petit peu de ce charme-là. Pour moi, ça n'a pas grand intérêt. Ouais. Après, ça se fait. C'est juste que c'est des moteurs qui vont, pour le coup, ils vont remplir jusqu'à 7000, 7005, pas plus. Ça va être un truc un peu plus couplé en bas. C'est presque, je dirais, un 4 rotors de route. Ouais. Voilà. Mais quitte à le développer, autant aller le plus loin possible. Voilà. La seule chose que ça aurait pu nous apporter, c'est peut-être moins de bruit. Ça, c'est très clair. Parce qu'un Rotary Atmo, un des inconvénients, c'est que pour ne pas faire de bruit, ça va demander énormément de travail. Mais c'est ce qu'on cherche en même temps. C'est ce qu'on cherche en même temps. Mais après, pour la petite histoire, pour que je puisse aller faire du circuit avec ma Miata à l'époque, j'avais 3 gamelles sous la Miata. Il y avait 0 place après. Voilà. Parce qu'il fallait quand même une ligne en 2,5 pouces pour laisser respirer. Mais Rotary en Atmo, c'est vraiment quelque chose de violent. Ça se fait, mais pourquoi? Voilà. Et est-ce que ce 4 rotors, on peut le créer en prenant 2 moteurs de RX-7 simplement en les collant ensemble et en créant un 4 rotors comme ça de toutes pièces? Alors, si c'était aussi simple que ça, on en aurait vu déjà beaucoup plus. Mais non, si ces moteurs, on en compte seulement quelques dizaines dans le monde, c'est parce qu'il y a quand même beaucoup de travail d'usinage. Tout d'abord, il faut réusiner un vilebrequin de toutes pièces. On ne peut pas boulonner 2 vilebrequins de 13B, ça ne marche pas. Il faut réusiner ce qu'on appelle les plates, donc les plaques intermédiaires en acier qui sont entre les housings en alu. Pourquoi? Parce que comme on a un vilebrequin qui est 2 fois plus long que l'origine, il faut rajouter des paliers intermédiaires pour pouvoir tenir ce vilebrequin, sinon ça fait la banane. Ça paraît rien comme ça, quand je dis réusiner les plaques et mettre des paliers, mais c'est une opération extrêmement précise. Ceux qui sont familiers avec l'usinage sauront de quoi je parle. Le positionnement de ces fameux paliers les uns par rapport aux autres est extrêmement important. Le jeu au niveau d'un palier, que ce soit un palier de vilebrequin ou même un palier de bielle, on est en centièmes bien évidemment, 5, 6, 7, 8 centièmes. Donc vous pensez bien que si on a un décalage ne serait-ce que de 2 ou 3 centièmes par rapport à l'axe du vilebrequin, on a un moteur qui va sûrement démarrer, par contre il ne va clairement pas tourner très longtemps. Et c'est pour ça que ça demande une extrême précision en termes d'usinage. On est presque sur du travail d'orfèvrerie là, clairement. Il faut avoir déjà une bonne machine et il faut surtout avoir le bon gars aux commandes de la machine pour effectivement pouvoir faire ce travail. Donc tout ce qu'on voit là a été usiné. C'est pas du tout simplement un moteur qui aurait été bidouillé pour faire un 4 rotors au final. C'est vraiment entièrement toutes les pièces usiné. sont custom. Effectivement, toutes les pièces sont custom là-dessus. À l'exception des rotors, qu'on fasse une prépa Atmo ou turbo 300 chevaux ou 1000 chevaux, on garde les rotors Mazda.
Il n'y a aujourd'hui aucune entreprise sur le marché qui propose des rotors taillés masse, comme on pourrait avoir des pistons forgés ou des rotors forgés. Ça n'existe pas. Alors, il n'y en a pas le besoin, très clairement. On arrive aujourd'hui, quand on va à Porto Rico, par exemple, qui est un petit peu la mecque du moteur rotatif utilisé en drag. On a des 13B aujourd'hui qui sortent plus de 1200 chevaux sur un birotor et on est encore sur des rotors d'origine en fonte d'acier, bien costauds, bien lourds. Alors certes, ils sont modifiés, hein, ils sont réusinés, ils sont… mais la base est celle du mais la Mazda. base, on reste sur un rotor en acier d'origine qu'on achète chez Mazda et que là, pour le coup, tout le monde peut acheter. En dehors de ça, effectivement, tout le reste, c'est du custom et c'est ce qui fait que ces moteurs coûtent quand même assez cher, on va pas se mentir. Ça explique aussi la rareté de ce moteur et pourquoi on n'en voit pas facilement à tous les et coins, partout, même que ce soit aux États-Unis ou au Japon, où pourtant ils ont plus accès que nous en France à cette technologie-là. Même là-bas, c'est quelque chose qui est ultra rare. Et ça explique aussi pourquoi autant de temps et autant d'énergie ont été mis pour le développer, parce que ça fait des mois et des mois qu'on est en contact avec PPRE pour le développer. Et aujourd'hui, il est là et on est très content de pouvoir vous le présenter. Et ça va être un projet juste incroyable. Ah ouais. Vraiment, ce que j'aime dans ce type de projet, c'est que bien sûr, il y a beaucoup de fabrication sur mesure, il faut tout fabriquer, mais surtout, il faut tout penser en amont parce qu'il ne suffit pas juste de boulonner des pièces et d'aller chercher une carto sur un forum que quelqu'un a fait il y a 10 ans. Et de l'adapter rapidement. Voilà, là, on part vraiment de zéro. Il y a une procédure de démarrage pour ce moteur, il y a évidemment un rodage qui est spécifique, une cartographie qui est spécifique aussi. Ça va être une première aussi parce qu'on va utiliser un calculateur MaxEQ. J'en profite pour le dire parce que c'est quand même intéressant. On aurait pu choisir la facilité, acheter un package complet chez PPRE avec le calculateur Altec, la base map dedans, on le jette dedans, on tourne la clé. Nous, on a choisi de travailler avec du MaxEQ pour des questions d'affinité, hein, très clairement. Mais ça veut dire réécrire un firmware custom pour ce moteur-là. On a énormément de travail pour l'intégrer dans la FD. C'est pas simplement le prendre, le poser et plug comme and tu play. disais, trouver 2 supports moteurs sur Internet qui iront parce que ça n'existe pas en fait. Il va falloir qu'on fasse tout ça. C'est la partie que j'aime le plus, c'est vraiment ce développement, le choix des pièces qui va être crucial pour un moteur dans cette configuration-là. Enfin bref, voilà. Il va falloir tout prendre de A à Z. Tout développer. Que ce soit la de A à partie Z, ouais. conception des pièces, la partie mécanique où on va poser le moteur dedans et la partie électronique, faisceau, calculateur, carto. Tout va être un challenge dans tous les cas. Donc on est très content de vous montrer ce moteur qu'on attendait nous déjà depuis longtemps. Quand le colis est arrivé de Nouvelle-Zélande, on était comme des gosses. Le shop s'est arrêté. On était vraiment comme des gosses et puis juste d'avoir ça sous les yeux, c'est juste tout bonnement incroyable. Je ne sais pas si on s'en rend bien compte en vidéo. C'est un moteur qui est petit parce qu'on est sur du moteur rotatif, donc forcément, on n'est pas sur un gros V8. Mais par rapport à un 13B, birotor, il est juste 2 fois plus gros et il est imposant. Déjà, de l'avoir là, sous les yeux, c'est quelque chose d'incroyable. On pourrait l'avoir en déco. C'est vraiment une œuvre d'art. C'est vraiment une œuvre d'art. On pourrait l'avoir en déco dans le shop. On serait déjà très content de l'avoir. Mais de pouvoir l'adapter et le mettre dans une voiture de série, c'est juste un super challenge et on vous tiendra au courant évidemment que ce soit sur les réseaux ou sur YouTube. Ça va être un projet unique en France qui n'a encore jamais été fait. Donc abonnez-vous, c'est très important pour ne surtout pas louper toutes les vidéos qui suivront sur ce projet. Là, clairement, on pourrait en parler pendant des heures. On pourrait en parler pendant des heures. C'est vraiment passionnant le développement derrière ces moteurs-là. On rentrera un peu plus dans le détail au moment de la fabrication sur les choix techniques qu'on va faire. Pourquoi on les fait? Parce que tout est intimement lié. Hein. C'est le propre des moteurs Atmo comme ça. Mais on vous en parlera bien plus longuement dans d'autres vidéos. Voilà qui va clôturer l'épisode 0 de notre nouvelle série RX7FD version Le Mans. C'est notre gros projet 2025, hein, je pense que vous l'aurez compris. Si d'ores et déjà vous avez des questions techniques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je me ferai une joie d'y répondre. On remercie déjà chaleureusement le propriétaire de ce moteur de nous permettre de réaliser un rêve, parce que c'est littéralement ça. Merci à tous pour votre soutien, comme d'habitude. Merci d'avance pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes et vos partages. C'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, donc pensez-y. Quant à nous, on vous souhaite tout le meilleur pour 2025. Nous, on a du pain sur la planche et on vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao! Ciao!